Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans notre nouvelle visioconférence organisée par CRI, Voix des victimes, sous l'égide de la coordination des organisations islamiques suisses et en collaboration avec la Fondation FICA de Genève. Honoré aujourd'hui de recevoir le grand sociologue, notre cher ami Saïd Bouamema, honoré aussi de recevoir Madame Isabelle Praille, militante associative connue au niveau international, au niveau européen, et en plus de ça, militante politique en Belgique, ex-vice-présidente du Conseil islamique de Belgique. Honoré de recevoir notre cher ami Dr Baptiste Brodart, docteur en sociologie à l'Université de Fribourg et membre du comité exécutif de la coordination des organisations islamiques suisses. Honoré aussi de recevoir notre cher ami Boumedine Ben Yahya, secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses, aussi notre cher ami Maurice Hussein, secrétaire de la Fondation islamique et culturelle Al-Bayt de Genève. Avant de donner la parole à nos honorables invités, j'aimerais bien céder la parole d'abord à notre ami professeur Boumedine Bouyahia, le mot d'inauguration de la coordination des organisations islamiques suisses. Je vous remercie, docteur. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la COIS, Coordination des organisations islamiques suisses, la bienvenue. Je vous souhaite tous la bienvenue dans cette conférence qui, bien sûr, comme vous le savez, met en évidence par l'intermédiaire et la présence de nos chers et honorables invités une expertise concernant une thématique qui touche tous les musulmans aujourd'hui, une question à la fois nationale, à la fois européenne, peut-être même internationale, et le COIS, la coordination des organisations islamiques suisses, veille et œuvre depuis toujours, depuis plus de 40 ans, à traiter ces questions, à traiter ces thématiques au service des citoyens musulmans suisses et des citoyens suisses de la manière la plus globale pour atténuer les problématiques qui se posent au niveau à la fois sociétal, au niveau humain, à la fois parfois même économique, etc. La COIS accorde un intérêt à la fois scientifique, mais à la fois sociologique à ces questions pour pouvoir trouver des solutions et pour pouvoir tempérer les douleurs qui touchent notre société, suisse en particulier, mais européenne de manière générale, et qui tendent à s'opposer aux tendances intérieures historiques des mouvements de pensée qui accompagnent la question de l'islam, notamment en Europe. Nous sommes très, très honorés d'accueillir Madame Isabelle Praille et Dr Baptiste Brodart, Dr Saïd Bouamema, aussi ce soir pour parler de la thématique de la participation active, passive ou supposée des citoyens musulmans en Europe sur le plan du civisme et sur le plan de la politique, au-delà bien sûr sur le plan de la manifestation de leur religiosité. La COIS vous salue et vous remercie d'avoir répondu présent dans cette visioconférence, nos chers invités, et vous souhaite la bienvenue. Je redonne la parole à Dr Lahari pour voir. Merci beaucoup, professeur Boumedine Bouyahia, secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses. Avant de céder la parole, j'aimerais bien remercier tous les intervenants que, malgré les contraintes, ils ont accepté d'être avec nous. Merci à Saïd Bouamema, malgré le calendrier chargé, d'être avec nous en toute modestie. Cher Dr Saïd Bouamema, j'aimerais bien, avant de vous céder la parole, vous poser une question.
chaque fois, avec les incidents de terrorisme, surtout, on entend que les musulmans, ils doivent bouger, ils doivent être actifs dans la société, ils doivent avoir une position, surtout face à ces courants de radicalisation, etc. Mais la réalité, c'est le déclaré, le dit, mais la réalité est complètement différente. Par exemple, il y a des différences entre chaque pays. Par exemple, en Suisse, hein, j'ai vu que lorsque les musulmans aiment s'organiser, il y a toujours la méfiance, il y a toujours la marginalisation. On aime avoir un tutelle sur le musulman. On aime que le musulman soit des rats d'expérience, sans décision, sans rien de tout, ou parfois on complote avec des structures musulmanes, même des wahhabites. Hein. On a comploté, on a mis le tapis rouge pendant 10 années à des organismes wahhabites. Maintenant, on met le tapis à des organismes parrainés par Qatar, puisque Qatar il vient d'acheter Messi. C'est l'essentiel, ça légitime l'action de Qatar, mais il y a des autres initiatives menées par des musulmans confrontés par méfiance, marginalisation hein, et sous-estimation. Sous-estimation. L'autre fois, on a reçu Olivier Roy, il a dit quelque chose de très important. Il y a une sorte d'hypocrisie au niveau du discours politique européen. On demande à la communauté musulmane d'être active, mais lorsqu'elle aime agir, on accuse rapidement les musulmans de la tendance de gérer les affaires publiques dans un esprit et logique communautarisme. Comment vous expliquez ça, cher monsieur Saïd Bouamel? Alors, ce que je propose, c'est que pour expliquer ça, c'est d'entamer directement mon intervention parce que Oui, c'était contenu à l'intérieur. C'est bien entendu même au cœur du sujet. Pour aborder la question de la participation civique et politique des musulmans en Europe, il faut d'abord prendre 3 précautions méthodologiques selon moi. La première, c'est de comprendre que la question qui nous est posée avec cette participation, c'est de la contextualiser, c'est-à-dire l'inscrire dans les contextes historiques du temps long, dans le contexte des trajectoires migratoires également, et dans le contexte de notre séquence historique, celle qui est la nôtre là aujourd'hui, qui voit une aggravation d'un certain nombre de questions, et également dans le contexte idéologique. Donc, on ne peut pas aborder cette question sans la resituer dans tous ces contextes. La seconde précaution méthodologique, c'est que comprendre cette question de la participation, ça veut dire refuser d'intérioriser le culturalisme dominant. Malheureusement, j'en donnerai quelques exemples. Ce culturalisme, avec ses 3 grandes composantes, l'homogénéisation d'une communauté, tous les musulmans sont pareils. Secondo, la historicité de cette communauté et de sa religion, donc l'islam serait la seule religion non historique. Et troisièmement, l'essentialisme, c'est-à-dire que cette religion serait indépendante et les musulmans indépendants dans leur comportement des interactions avec le reste de la société. Si on accepte ces grilles de lecture-là, soi-même, on va être amené à entrer dans la logique qui est celle qu'on tente de nous imposer. Et donc, il faut comprendre cette question en lien avec l'ensemble des évolutions de la société. C'est pour ça que je commencerai par les éléments du contexte de cette question. Comment se pose la question de la participation civique et politique des musulmans? Alors, quand on parle de musulmans, d'ailleurs ici, c'est les musulmans réels ou supposés. C'est-à-dire que la personne soit réellement musulmane ou non, peu importe, c'est l'ensemble de cette population. D'abord, ces musulmans sont les héritiers involontaires du temps long. Et dans ce temps long, eh bien, il y a la question de la colonisation. Il ne s'agit pas de mettre cette question comme le centre de la question, mais d'avoir en tête, de saisir qu'on ne peut pas comprendre les réactions du champ politique aujourd'hui, les réactions des pouvoirs publics, si on n'a pas en tête un certain nombre de constructions qui datent de cette période et qui sont reproduites aujourd'hui de manière très forte. Et même dans les pays qui n'ont pas été colonisateurs, comme ça a touché l'ensemble de l'Europe,
eh bien, ça imprègne également ces pays. Et c'est comme cela qu'on peut avoir des pays qui n'ont pas été colonisateurs, mais qui, par rapport à leurs immigrations musulmanes ou supposées telles, vont avoir des schèmes de pensée qui sont les mêmes. Cette longue période coloniale, elle a été marquée par la construction, par les deux parties, les colonisés comme les colonisateurs, de représentation sociale, de stigmates, de préjugés. Et donc, on a construit l'autre de cette manière-là. Cette réduction de l'autre, elle est mutuelle, mais elle n'est pas égale, puisque du côté des pays colonisateurs, elle était portée par des États. Et elle a donc irrigué l'ensemble du tissu social de la société. C'est aujourd'hui connu, il y a de nombreux travaux, c'est documenté, sur comment les programmes scolaires ont véhiculé une image de l'arabe, du noir, de l'indigène, du musulman, spécifiquement, comment les films ont véhiculé cela, comment la culture moyenne des sociétés ont véhiculé cela. Bref, on a eu pendant près de 2 siècles, il n'y a pas de découverte du musulman. Les pays européens ont l'impression de connaître le musulman, mais ils les connaissent au travers d'un certain nombre de préjugés et de réductions qui datent de cette période-là. Frantz Fanon a souligné, qui est un auteur qu'il faut absolument relire aujourd'hui, a souligné que la colonisation ne touchait pas seulement les peuples des pays colonisés, mais qu'elle avait des effets sur les peuples des pays colonisateurs. Et en particulier, il souligne que la colonisation nécessite, pour réussir, pour fonctionner, elle nécessite, du côté du colonisé, l'intériorisation d'une infériorité, et nous n'en sommes pas entièrement sortis, et du côté des peuples des pays colonisateurs, l'intériorisation d'un sentiment de supériorité, et nous sommes loin d'en être sortis. Vous donniez quelques exemples sur la prétention à se situer au-dessus et non pas à égal lorsqu'on parle avec un candidat, avec un militant, avec une association, etc. Et ces deux dimensions-là sont des héritages du temps long qu'on aurait tort d'oublier. Et je pense que tout ce qu'a écrit Edouard Saïd sur l'orientalisme et sur la construction de cette image du musulman fait que ce qui est en face du citoyen français ou du citoyen belge ou du citoyen suisse, ça n'est pas le musulman réel tel qu'il est. C'est cette image-là, construite, héritée, reproduite aujourd'hui. Et donc, il faut avoir tout ce contexte-là en tête. Alors, quelle est cette construction qui vient du temps long? Eh bien, il a fallu, pour que la colonisation soit jugée crédible, acceptable, justifiable, il a fallu construire l'ensemble de la civilisation, l'ensemble de la culture et l'ensemble des religions des peuples colonisés, au mieux comme inférieurs et au pire comme dangereux et comme symbole de barbarie. Et si vous relisez toute la littérature qui a été en permanence diffusée pendant 2 siècles, eh bien vous verrez que l'image de l'islam dangereux, comme de l'image de l'islam bloqué à un moment de l'histoire et incapable d'évoluer par essence, reste une donnée essentielle. Et si vous comparez cela à un certain nombre de discours contemporains, vous vous dites, mais il y a une permanence, ça ne veut pas dire que rien n'a changé, mais il y a une permanence dans cette lecture-là. Il faut d'ailleurs interroger notre responsabilité sur le fait d'avoir questionné ou non suffisamment cet héritage du temps long et la déconstruction de cet héritage. Il fallait donc construire l'islam comme ahistorique et les musulmans comme allergiques à l'histoire. Il fallait enfin présenter cet islam et cette communauté comme homogènes et comme allergiques à la diversité. Et ces images ont été véhiculées pendant près de 2 siècles et donc irriguent profondément la société. Bien sûr, ces images auraient pu s'épuiser. Nous ne sommes pas condamnés aux images du passé, autant diffusées auraient-elles été. Les images, les représentations sociales finissent toujours par disparaître, sauf quand elles sont réactivées. Et elles sont réactivées par au moins 2 dimensions. D'abord, elles ont été réactivées à partir de la décennie 70. Elles ont été réactivées, j'expliquerai pourquoi cette décennie, à partir de la décennie 70, elles ont été réactivées par une extrême droite qui était en disparition complète depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque son socle d'héritage historique, qui était le racisme biologique, avait été condamné par la défaite du nazisme, etc. Et donc, elle se reconstruit autour de la reprise de cette image du musulman. Moi, j'ai oublié
j'ai oublié de... C'est pas un problème, monsieur Saïd. Je suis vraiment désolé. Non, 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 c'est... Donc, une extrême droite qui est décrédibilisée au niveau idéologique, qui voit son socle explicatif historique, le racisme biologique, délégitimé par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et qui va donc se reconstruire autour de la reprise de toutes ces images coloniales. Et si vous regardez, la France est un bon analyseur, puisqu'en France, on a eu cette montée d'extrême droite à partir de la fin de la décennie 70 et 80, eh bien, on voit bien comment c'est l'ensemble des images coloniales qui sont reprises, d'abord sur autour du racisme anti-arabe ou anti-maghrébin, et ensuite une transformation de ce racisme anti-maghrébin en racisme anti-musulman. Ça, c'est le premier facteur qui va expliquer pourquoi ces représentations n'ont pas disparu. Sinon, avec le temps, elles se seraient épuisées et auraient disparu. Le second facteur, c'est le contexte d'aujourd'hui. C'est dur à prendre en compte parce que ça veut dire que oui, il y a un contexte qui n'est pas très positif pour cette communauté, qui va être difficile à vivre, mais qu'il faut avoir en tête pour être réaliste. C'est le contexte de mondialisation qui a comme conséquence une exacerbation de la concurrence entre les grandes puissances et en particulier de la concurrence pour l'accès aux ressources énergétiques dans lesquelles eh bien, les pays où la majorité de la population est musulmane, eh bien, sont particulièrement bien représentés. Et ça, justifier les guerres d'aujourd'hui pour le pétrole, eh bien, ça suppose de nouveau de réinvestir ces images de l'islam. Et donc, c'est pour libérer la femme qu'on va faire la guerre, c'est pour les droits de l'homme, puisque l'islam serait contradictoire aux droits de l'homme, etc., etc. On a aujourd'hui ce contexte-là, avec une théorisation au niveau international qui est la théorie du choc des civilisations, qui pose l'islam comme danger, qui pose l'islam comme péril, et cela, ça a des effets. Après, ça vient réactiver toutes ces images qui auraient pu disparaître en termes de temps. Ça, c'est la première dimension d'héritage historique à prendre en compte. La seconde dimension d'héritage historique à prendre en compte, c'est l'histoire de l'immigration en tant que telle. À quel moment de la trajectoire migratoire sommes-nous? Les musulmans ou supposés européens sont issus d'une immigration ouvrière dans leur grande majorité. Bien sûr que nous avons des cadres moyens, bien sûr que nous avons quelques chefs d'entreprise, bien sûr, mais globalement, l'histoire de l'immigration est une immigration ouvrière, c'est-à-dire une immigration qui s'est insérée par le bas dans les sociétés européennes et qui s'est insérée par le bas pour pouvoir assurer la fonction qu'on lui laissait, qui était une fonction d'ajustement structurel. Autrement dit, une fonction de variable d'ajustement structurel. Et pour que cette immigration accepte cette fonction-là, qui est une fonction dans laquelle les conditions de travail sont les plus dures, dans lesquelles les conditions de salaire sont les plus défavorables, dans lesquelles les conditions de santé sont particulièrement problématiques, pour qu'elle accepte cela, eh bien, il faut un accompagnement idéologique. Et cet accompagnement idéologique, Abdelmalek Sayad, un grand sociologue qu'il faut lui aussi relire aujourd'hui, a admirablement restitué les 3 conditions qui, selon lui, sont nécessaires. Et il nous dit, pour que cela soit possible, il faut, 1, que l'immigration intériorise qu'elle doit être invisible. Et les politiques d'accueil de l'immigration étaient construites aussi pour qu'elles soient invisibles. Il n'y a qu'à regarder les endroits dans lesquels, dans les années 60, 70 et même 80, dans lesquels là où on a construit les foyers de travailleurs immigrés, l'architecture, comment on a fait, c'était la dimension d'invisibilité qui était prédominante. Deuxième condition, nous dit Sayad, le bon immigré dans ce modèle-là doit être un immigré apolitique, donc un immigré qui ne se mêle pas de politique. Et effectivement, on a eu toute une génération d'immigrés qui étaient dans cette idée, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas à intervenir sur le champ politique. Et troisièmement, ça doit être un immigré poli, et ça explique ce ton un peu paternaliste ou fraternaliste qu'il y avait. On va s'occuper de vous. Si vous avez un problème, vous ne participez pas à la solution, demandez-nous et on va voir si c'est possible ou pas possible. Cette logique-là de la politesse, l'immigré n'est pas posé comme sujet de droit, mais comme personne qui doit déjà être content de son sort, quand bien même ce sort serait marqué par l'inégalité. Alors, cette dimension-là, elle a été valable pendant toute une période. Elle a été majoritaire pendant toute une période. Laquelle? Sayad dit qu'il y a 3 âges dans l'immigration. Il y a un premier âge qui est l'âge dans lequel,
Ça, c'est les tout débuts de l'immigration venant de pays musulmans, dans lequel c'est la famille élargie qui est appauvrie par la spoliation des terres et qui va donc désigner des délégués pour aller gagner un peu d'argent en Europe avant de revenir au pays. Et là, c'est le village qui désigne. On les marie généralement avant pour se garantir qu'ils vont revenir. Et pour cette immigration, on le comprend bien, la question de rester ici n'est pas posée. Le départ est déjà échéancé en termes de retour. Le second âge, nous dit Sayad, au bout d'un certain temps, la colonisation a continué à faire ses dégâts dans les pays et les familles élargies ont été détruites. Et on se retrouve avec des familles nucléaires, autrement dit, le père, la mère, les enfants et éventuellement les grands-parents ou l'oncle ou la tante. Mais ça n'est plus la grande famille villageoise. Et là, le choix de départ n'est plus le choix de la communauté, mais le choix du père de famille pour faire survivre sa famille. Et là, la logique, c'est d'aller en Europe, d'accumuler un capital pour rentrer au pays, produire, ouvrir une petite entreprise pour pouvoir améliorer, pour être en promotion sociale. Dans cette seconde logique aussi, il n'est pas question de se penser comme Européen. Il n'est pas question d'envisager de faire souche en Europe. Il va falloir attendre le troisième âge, nous dit Sayad, qui est l'âge où on fait venir la famille. C'est-à-dire là, on va avoir un âge, et on y est depuis maintenant, on est à la deuxième génération de cet âge-là déjà. Ce troisième âge, c'est donc l'âge de l'immigration familiale, où là, on est sur une immigration de peuplement. Et tout change avec cette immigration de peuplement. Tout change. C'est-à-dire que tout ce qui était mis entre parenthèses par les générations précédentes qui pensaient rentrer au pays, eh bien, n'est plus mis entre parenthèses. Pourquoi être invisible si on s'estime chez soi? Et ce qui peut apparaître par certains, ce qui est présenté par certains comme provocateur, en termes d'habillement, en termes de demande de mosquée, en termes de visibilité, à la première composante d'invisibilité qui était imposée aux parents, on a aujourd'hui une exigence de pouvoir vivre sa foi en toute visibilité. Secondant, la dimension d'apolitisme disparaît également. Quand on se considère chez soi, eh bien, on exige d'être traité à égalité. Et c'est pour cela qu'il y a une dimension de posture égalitaire qui peut être insupportable à ceux qui ont eu l'habitude d'avoir une relation inégalitaire avec ce type de population. Et troisièmement, encore plus scandaleux, la dimension de politesse. Voilà des sujets aujourd'hui qui ne vont plus être dans une exigence de demande, mais dans une exigence de droit d'être traité comme les autres. Alors, si on a ça en tête, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de musulmans en Europe qu'il y a 20 ans. Il y a une visibilité plus forte des musulmans parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils s'estiment chez eux, parce qu'ils se perçoivent chez eux, ben, tout simplement parce qu'on a aujourd'hui une génération de musulmans qui est née, a été socialisée, et est français, et belge, et suisse. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui vient perturber le vieux fonctionnement que j'ai décrit tout à l'heure. Alors, par rapport à tout ça, quels sont les modèles de lien du champ politique avec ces musulmans réels ou supposés? Le premier modèle, c'est le modèle, j'en citerai quelques-uns qui me semblent les plus dominants. Le premier modèle, c'est ce que j'appellerais le modèle de l'universalisme décharné. Je l'appelle ainsi en reprenant le concept d'Aimé Césaire. Aimé Césaire nous dit, mais l'impérialisme colonial est un impérialisme qui nous demande de nous nier en tant que différence, qui nous demande de disparaître en tant que différence. C'est en gros l'assimilation. Et effectivement, y compris l'assimilation en termes de foi, avec cette idée qu'un bon musulman est un musulman qui n'est plus musulman. Un bon musulman est un musulman qui cesse de l'être. Et un bon musulman européen est un musulman qui accepte de cesser de l'être. Alors, ce modèle-là, il est encore minoritaire, mais il grandit. Zemmour exprime ouvertement ces questions-là aujourd'hui. Pourquoi universalisme décharné? Parce que, bien entendu, c'est un faux universalisme. Et Aimé Césaire aimait à dire que le véritable universalisme est un universalisme qui est riche de toute sa diversité, de toutes ses identités, de toutes ses composantes. Donc ça, c'est le premier modèle. On le retrouve un peu et on imagine ce que cela peut donner. Cela peut donner parfois l'appel à des personnes se disant ou issues de la communauté musulmane, mais pour leur demander d'avoir des discours de honte de soi,
ou des discours de diabolisation de la communauté d'origine. Et donc, on a effectivement cette offre politique qui donne naissance à ce type de personnage. Le second modèle, c'est ce que j'appellerais le modèle électoraliste, qui ne vise qu'à la captation d'un nouvel électorat. Et donc ça, au mieux, ça peut conduire à avoir des élus, mais ces élus sont généralement ensuite silenciés dans leur propre majorité. Autrement dit, on leur demande d'oublier ce pourquoi on est venu les chercher. On est venu chercher pour capter un électorat qui est sensible à certaines questions, et ensuite on leur demande d'oublier ces questions-là. Ça n'est pas un phénomène nouveau. Les Noirs aux États-Unis l'ont très bien perçu, ils ont appelé ça le tokenisme. Token, ça veut dire jeton. Le tokenisme, c'est l'ouverture d'un système inégalitaire à la marge pour mieux le reproduire. Donc c'est ce qui est dit plus simplement avec les notions d'arabes de service, de berbères de service, de musulmans de service. Effectivement, on a aussi ce second modèle et on a des personnes qui, par souci de promotion individuelle, qui par souci de pouvoir, etc., peuvent accepter ces dimensions-là et font beaucoup de dégâts aux musulmans réels ou supposés. Le troisième modèle qu'on peut percevoir dans les expériences, c'est le modèle de la négociation qui s'impose qui va imposer des préoccupations locales. Et donc, ça va être une population musulmane d'une localité autour d'une revendication d'une mosquée ou autour d'une revendication d'un carré musulman ou autour d'une autre revendication qui vont aller à la négociation. Alors, c'est des petits pas en avance et effectivement, il ne faut pas les mépriser ou les négliger, mais avoir en tête que cela ne change pas la dimension systémique des choses. Ça peut, par rapport de force, par intérêt électoral sur le local, bouger une petite chose, mais globalement, ça n'interroge pas l'ensemble du système. Et puis, le quatrième modèle, c'est le modèle de l'autonomie. Le modèle de l'autonomie, on l'a connu au travers d'un investissement autour de listes autonomes. En France, on en a eu un certain nombre qui ont essayé de se présenter. Alors, ces listes autonomes, elles ont au moins, pour être efficaces, ça suppose deux conditions. D'abord, elles posent deux questions. D'abord, elles peuvent renforcer l'image de musulmans qui ne se préoccupent pas des autres questions sociales que des leurs. Lorsque tout l'investissement civique ou politique est uniquement sur les questions d'une mosquée ou d'un carré musulman, ça vient renforcer l'image que l'on voulait justement éliminer, qui est cette image de musulmans qui s'en foutent du chômage, qui s'en foutent des SDF, qui s'en foutent de tout le reste. Et donc, ça vient renforcer la marginalisation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout ce type de démarche, ça veut dire qu'il faut faire attention à comment on s'y engage. Et secondo, ce type de démarche n'est possible que dans certaines configurations, là où il y a une composante de la population qui permet, parce que le monde politique fonctionne sur la base de rapports de force, qui permet d'être entendu, sinon ça n'a pas de sens. Alors, quelles leçons tirer de l'ensemble de ces expériences? J'en terminerai là-dessus. Tous ces quatre modèles ont été expérimentés et donnent lieu à des bilans insatisfaisants aujourd'hui, car nous sommes confrontés à une dimension systémique de l'inégalité. Le premier élément du bilan, c'est que la silenciation des préoccupations des musulmans ou supposées telles conduit à la démission qui va s'exprimer par l'abstention. Au plus, il y aura de personnes mettant en mots et parlant des inégalités subies, des difficultés rencontrées, etc., au plus, on contribuera à faire baisser cette abstention, à faire baisser ce sentiment de démission. Autrement dit, c'est un résultat, ce n'est pas un fatalisme, cette dimension-là. Le second élément de bilan, c'est la nécessité de l'engagement civique au-delà de l'engagement simplement électoral. Et de l'engagement civique sur l'ensemble des questions de la société. Autrement dit, de simplement être en cohérence avec ce qu'est le musulman européen aujourd'hui. Le musulman européen est un père de famille, il est donc intéressé par l'école, il est un habitant de quartier, donc il est intéressé par l'environnement, il est un travailleur, donc il est intéressé par les questions syndicales. Et si notre engagement se limite soit uniquement aux questions religieuses ou aux questions de revendication liées à la foi, soit uniquement à la communauté, eh bien, on vient renforcer cette image et en réalité, on crée de la marginalisation. Donc, le premier aspect va conduire à développer la démission. Là, ça va conduire à développer la démission et l'abstention. Là, ça va conduire à développer la marginalisation. Le troisième élément,
c'est la nécessité de dissocier les engagements civiques et politiques du seul moment électoral. Trop souvent, les moments où on parle d'engagement, c'est lors des élections. Or, pour parler au moment des élections, il faut en avoir parlé avant, sinon ce n'est pas crédible. Et dans mes enquêtes dans les quartiers populaires, le nombre de réactions spontanées de jeunes musulmans ou supposés tels de quartiers populaires qui réagissent en disant « mais ils viennent nous voir qu'au moment des élections. Mais on n'a jamais vu ce Mohamed-là. » Et d'un seul coup, il vient nous voir et il nous demande nos votes, etc. Autrement dit, ça pose la question de notre cohérence, et c'est en intervenant en permanence sur les questions civiques et politiques qu'on va être crédible et légitime pour intervenir à certains moments électoraux. Si on ne le fait pas, on va avoir ce que l'on a aujourd'hui, autrement dit, les postures de méfiance. Pas seulement de méfiance vis-à-vis du champ politique en général, mais de méfiance y compris vis-à-vis des musulmans ou supposés tels qui se présentent comme acteurs politiques ou comme candidats, etc. Et donc, il faut dissocier l'investissement du seul moment électoral. On peut prendre un exemple qui est parlant, qui est le contexte, donc là je vais parler de la France, le contexte que nous vivons en France. Le silence actuel que nous avons en France d'un certain nombre d'acteurs, musulmans ou supposés tels, devant une islamophobie qui se banalise et qui le font pour des raisons, y compris électoralistes. Ce silence-là, alors que nous sommes dans un contexte de dissolution du CCIF, de dissolution du CRI, de fermeture de certaines mosquées, de fermeture d'autres associations, d'un discours sur le séparatisme, de débats à répétition sur le foulard, le burkini, etc., d'une chaîne d'islam-amalgame à chaque attentat terroriste, ou musulman égale islamique égale terroriste. Si on se tait dans ce contexte-là, comment voulez-vous qu'il y ait légitimité pour après se présenter au moment électoral? Et la posture de méfiance n'est pas un acte d'idiotie des populations des quartiers populaires. Elle est aussi une méfiance qui est basée sur ça. Et c'est pour cela que le moment électoral ne peut pas être le seul moment d'intervention. L'investissement civique doit être en permanence pour pouvoir justement donner sens à la parole politique à certains moments. Mais cela suppose aussi, pour que tout ça soit possible, ça suppose qu'on ait mesuré la nécessité de rompre avec l'approche culturaliste que beaucoup de musulmans ou supposés tels ont intégrée. Il n'y a aucun fatalisme à la situation actuelle. Moi, j'entends souvent dans mes conférences, il y a toujours quelqu'un qui lève la main quand on parle d'islamophobie, etc., pour me dire oui, mais comme a dit Ibn Khaldoun, d'ailleurs, ce n'est pas prouvé que c'est lui qui l'ait dit, mais comme a dit Ibn Khaldoun, les musulmans se sont entendus pour ne pas s'entendre. Mais ça, c'est du culturalisme pur. C'est de considérer que dans l'essence du musulman, il y aurait quelque chose qui explique l'échec. C'est dans son essence. Ça n'est pas l'état du rapport de force, ça n'est pas l'état de nos sociétés, ça n'est pas l'état de nos coordinations, de nos capacités. Ce n'est pas tout ça qui explique le résultat, ce serait quelque chose qui serait en nous. Et ça veut dire qu'on a encore intériorisé cette dimension du culturalisme. Ça suppose également de rompre avec ce cœur du culturalisme qui est l'homogénéisation des musulmans. Les musulmans sont aussi hétérogènes que le reste de la société. Ils se répartissent dans l'ensemble du champ politique. L'ensemble du champ politique. Il n'y a aucune raison qu'il n'y a pas un gène de droite ou un gène de gauche chez les musulmans ou un gène d'extrême gauche. Il n'y a pas ça chez les musulmans. Et donc, il y a une répartition. Par contre, ce qui est certain, c'est que quel que soit le choix qu'on a fait, quelle que soit notre répartition, l'augmentation du climat islamophobe, c'est négatif pour la personne. Et donc ça ouvre la porte, non pas à l'idée des musulmans comme totalité homogène, mais à l'idée d'une charte du minimum sur ce qu'il faut dire, ce qu'il faut revendiquer, etc. D'une charte minimum. Et je pense qu'il faut qu'on travaille pour aller dans ce sens-là. Si la situation semble difficile aujourd'hui, je voudrais terminer là-dessus sur un message d'espoir. C'est en réalité, c'est difficile, c'est vrai, c'est objectivement difficile. Et je ne sais pas, moi qui habite en France, je ne sais pas combien on va payer, parce qu'on paye, combien on va payer ce contexte. Mais en réalité, si on regarde sur le temps long, nous sommes dans une période qui progresse. Si la question est difficile, c'est parce que les questions sont désormais posées.
La question de l'égalité est posée. La question de « je n'ai pas honte de ma religion » est posée. La question de la visibilité est posée. Ces questions-là sont posées et bien entendu, ça provoque un backlash dans ceux qui, dans cette société, ne veulent pas bouger. Mais où est le message d'espoir? Eh bien, le message d'espoir, c'est que l'islam n'est plus une religion présente en Europe. L'islam est une religion européenne. Et c'est un sacré changement. Et ce changement-là rend inévitable la transformation. Combien de temps il faudra? Quel coût avant d'y arriver? Ça, c'est autre chose. Mais les populations qui vivent en Europe ne peuvent pas renoncer à leur foi. À moins d'envisager de leur enlever les nationalités des pays européens à tous les musulmans, eh bien, ces questions-là se reposeront. Et donc, sur le long terme, il est certain que la question de l'égalité va être obtenue. Combien de temps va durer la transition? Eh bien là, ça dépend de nous tous. Ça dépend de nos engagements civiques et politiques. Merci. Cher Saïd Bouamem, je ne trouve pas les mots pour vous remercier pour votre présentation assez large, assez explicative, méthodologique, objective. Ça a été un honneur. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous. Merci infiniment pour votre considération, votre militantisme pour la communauté musulmane, pour l'être humain en général. J'aimerais bien signaler quelque chose que nous aurons l'honneur de recevoir Saïd Bouamem à Genève en collaboration avec le FICA dans le cadre d'une action avec Philippe, notre ami qui est la haine aux religions, Pierre Thévagnon. C'est prévu pour le 15 mars, Inch'Allah. Merci infiniment, Saïd Bouamem. J'aimerais bien céder la parole à notre sœur Isabelle Praille. Isabelle Praille est une militante, d'abord militante de droits de l'homme, militante pour le droit des femmes, militante pour aussi l'intégration. Et Isabelle, il a été vice-président de Conseil islamique de Belgique. Madame Praille, merci infiniment d'être avec nous malgré les engagements. J'aimerais bien vous poser une question. Monsieur Bouamem a présenté quatre types des musulmans. Ce qui m'intéresse, c'est le modèle de négationniste. Je suis tout chose sauf être musulman. La négation de soi. Aujourd'hui, il y a un constat que les musulmans sont responsables de cette situation de faiblesse, vulnérabilité au niveau de la représentativité politique et sociale. Parce qu'on éduque nos enfants sur la base de déni de soi. Si M. Saïd Bouamem est d'accord, déni de soi. Vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes un Français, vous n'êtes pas musulman. Vous êtes n'importe quoi, sauf musulman. Il faut éviter, il faut prendre la stratégie de fuite ou la conscience d'être victime. Fuite. Il ne faut jamais évoquer la question des problèmes gastronomiques ou vestimentaires. Le porc, nous sommes végétariennes. L'affaire palestino-israélienne, je suis ignorant d'histoire. Alors, est-ce que vous considérez que les musulmans sont responsables de cette situation, surtout avec la division? On a des musulmans chiites, sunnites, il y a des musulmans de l'Arabie saoudite, des musulmans de l'Iran, des musulmans de l'Irak, des musulmans de Tunisiens. Nous sommes dans les nationalismes. Parfois, on évoque quelque chose enfermé dans des mosquées. Il y a des mosquées pour les Algériens, mosquées pour les Tunisiens, mosquées pour... Et nous sommes divisés, nous sommes des frères, les frères ennemis. Est-ce que vous pensez que les musulmans sont responsables aussi de cette situation de faiblesse, Madame Praille? Tout d'abord, je tiens à vous saluer tous de la meilleure des salutations, que la paix soit sur vous.
Je salue donc les intervenants, les organisateurs et les personnes qui nous suivent. Et je remercie donc l'association Cri Voix des Victimes pour ce droit à la parole qui m'est octroyé. Et je me permettrai d'abord de poser la question technique. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, pour moi, oui. Pour moi, je ne sais pas. Oui, oui, tout est, Allah yabarak fik, tout est bon. Ok, d'accord. Mais en tout cas, par votre question, vous abordez différentes choses, les différents thèmes qui risquent peut-être de dévier un peu de ce que j'ai envie de transmettre. Mais pour vous répondre partiellement, en tout cas, cette question, sachant que certains éléments seront traités dans ce que je vais présenter, c'est que je me base pour mon sujet et ce que je partage avec vous sur une analyse critique qui vient de l'extérieur, de l'intérieur, en me positionnant pas comme victime d'une situation, mais comme acteur de résolution. Et donc, je pense que le mécanisme pour sortir de ce qui a été analysé et mis en évidence par l'intervenant précédent, moi, je le travaille d'une autre manière en mettant en place la responsabilité que nous avons, nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, en tant que musulmans, en sachant que moi, je ne suis pas musulmane de naissance, je suis quelqu'un issu du terreau, donc qui n'a pas subi directement les dérives de la colonisation. Et donc, je me porte en tant qu'individu qui n'est plus sujet de l'appréciation ou de la condescendance de l'autre, mais comme acteur entier, principal de mes choix, de mes réflexions et de mes actions. Et donc, d'emblée, je pense qu'une partie de la résolution dépendra de notre attitude proactive à aller de l'avant et à dépasser cet enfermement dans lequel on veut nous faire croire que nous sommes inférieurs et démontrer justement par notre implication que nous nous libérons de ces préjugés et que nous ne nous en soucions plus directement par des actes concrets avec tout le monde. Donc, je pense qu'en tout cas, ça mettrait en évidence par là que nous sommes en partie responsables de cet enfermement si nous l'acceptons, parce que pour avoir une relation dominant-dominé, oppresseur-oppressé, il faut qu'il y ait les deux parties qui soient preneuses de ce déséquilibre et de cette relation de dominance. Donc pour moi, je pars d'emblée avec une lecture d'acteur qui sort de la victimisation et qui prend son rôle en main, quelle que soit l'opinion des autres, quels que soient les préjugés dans lesquels on peut être enfermé. Et donc, pour parler d'abord de la participation civique et politique, je pense que c'est important de situer, mais finalement, de quoi parle-t-on? Alors, je pense que ces deux termes de participation civique et politique ne doivent pas être compris juste comme étant un sens institutionnel où il y a un lieu de décision du pouvoir, ne pas se limiter non plus ni à un sens politique qui est confiné aux élections et à la participation politique sur le pouvoir. Ça ne se limite pas non plus à un engagement dans la société civile, dans des groupes organisés comme des ONG, des mosquées, ou bien des associations comme on peut avoir le MRAX, le MRAX en Belgique, l'équivalent du MRAP en France, ou bien des mouvements sociaux tels que les Black Lives Matter qui se sont constitués pour dénoncer donc le racisme systémique envers les Noirs. Donc, ça comporte aussi pour moi des relations entre les individus dans des réseaux quotidiens de solidarité et de coopération. On a vu clairement les mobilisations et la solidarité face à la crise sanitaire du Covid, face aux inondations qui ont frappé la Belgique, la France et d'autres pays, où les acteurs usent de l'ensemble des ressources actuelles qui sont mises à leur disposition et de tous les potentiels, de toutes l'ensemble des ressources potentielles qui existent. Donc, on voit actuellement que même l'action civique peut se mener aussi par les réseaux sociaux et donc qui ouvre le champ à une démocratisation de l'action et de la contestation aussi. Alors, c'est important pour moi aussi de resituer, mais quel est le but de la participation civique et politique? Et alors, personnellement, dans ce que j'ai pu rechercher, je le définirais comme étant une approche large où on peut comprendre cette participation comme l'expression d'un engagement qui a pour but principal des actions qui visent le bien-être de la communauté, tant au niveau local que global, afin de contribuer aux bénéfices pour l'individu et pour toute la collectivité. Donc, c'est vraiment une action d'utilité publique, l'implication dans la participation civique et politique. Alors, pour moi, j'en arriverai dans mon sujet à faire une séparation. D'habitude, on fait la séparation entre le religieux et le politique. Moi, j'en arriverai à faire une séparation du civique et du politique et je m'explique pourquoi.
Donc, au vu des éléments que j'ai énoncés, personnellement, je constate qu'il y a quand même une implication importante musulmane et relativement active dans la vie de la société civile. Par exemple, l'organisation des mosquées montre clairement qu'il y a une implication, qu'il y a un mouvement. Les musulmans ou non musulmans, enfin les musulmans participent dans tout ce qui est syndicats, infrastructures scolaires, même s'il y a encore des manquements, il y a vraiment en tout cas une mobilisation claire des musulmans dans beaucoup de niveaux d'activité au niveau civique. Dans le tissu associatif, en tout cas, l'implication est florissante dans nombre de domaines, quoique elle peut encore être limitée dans le cadre de certaines revendications qui concernent le droit et la lutte contre les discriminations qui sont persistantes. Donc, indépendamment donc, des deux volets inclus dans le thème de la responsabilité civique et la responsabilité politique, donc je vais cibler plus personnellement par choix l'engagement politique pour différentes raisons. La participation civique, elle diffère en fonction de la définition du champ, de sa définition et du champ d'action, en fonction de ce qu'on veut lui attribuer comme sens. Donc, pour certains, l'activité religieuse ne va pas être incluse dans la participation civique, mais pour d'autres, l'implication religieuse est pleinement civique. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est que la participation civique peut aussi comporter des groupes de pression, de lobby, qui vont donc influencer les politiques gouvernementales dans un sens favorable aux intérêts de ceux qu'elles représentent. Et donc là, on use des outils d'éducation permanente à des fins politiques. Donc pour moi, ces domaines-là sont intéressants. Le débat et l'effort à essayer de clarifier ces sujets-là est intéressant, mais donc je ne veux pas moi, alimenter ça dans une confusion et me concentrer sur ça. En plus, parce que mon expérience associative de plus de 20 ans m'en a démontré les limites. Donc, j'ai été vice-présidente, comme l'avait dit, à l'exécutif des musulmans de Belgique. J'ai été active sur la question du droit à porter le foulard à l'école et au travail et sur les dossiers d'abattage rituel. Au niveau de l'exécutif, j'ai vu clairement qu'il y a des décisions politiques qui font fi des intérêts des citoyens belges musulmans et qui privilégient encore à l'heure d'aujourd'hui les ingérences étrangères. Donc, je pense qu'il faut vraiment passer à un niveau supérieur sur cette question-là. Par rapport à la question du port du foulard à l'école et au travail, mais on s'est impliqué pendant des années à déconstruire les préjugés, à faire du lobbying au niveau des syndicats, au niveau des partis politiques et autres, pour essayer de sensibiliser à la réalité humaine que nous sommes de femmes musulmanes qui posons le choix libre d'être acteurs de nos choix et de nos résolutions et de nos implications. Mais en tout cas, malgré tous les efforts, je pense qu'on utilise toujours ce débat à des fins politiques. Et en plus, sur le dossier, par exemple, de l'abattage rituel, j'ai clairement vu que quand le monde politique décide de mettre une table ronde pour discuter de ce sujet et qu'il invite des experts à leur solde qui sont tous unanimes sur la volonté d'interdire l'abattage rituel, je trouve qu'on est vraiment face à une manipulation du droit à la démocratie. On nous invite pour être figurants, mais pas pour vraiment discuter de manière objective sur des sujets de société qui méritent en tout cas de s'y pencher. Donc tout ça a fait que je suis arrivée au stade, après 20 années, depuis plus de 20 ans d'implication associative, à être convaincue de la nécessité d'agir au niveau politique. Et c'est sur base de ces éléments que je formule le choix de travailler plutôt sur la question de la participation politique des musulmans. Je vais donc faire une liste non exhaustive de certains freins sous-entendus dans le thème et le titre donné à la conférence. J'inviterai en tout cas à formuler certaines motivations et à déconstruire certains freins. En tout cas, je tenterai d'en déconstruire. J'inviterai aussi à une invitation à la vigilance à certains aspects de l'implication politique des musulmans, pour terminer donc par ma conclusion. Alors, en ce qui concerne les freins à la participation musulmane, je voulais mettre en évidence qu'il y a une méfiance envers le système politique actuel qui n'est pas que musulmane et qui trouve bien sa légitimité. On a vu les mouvements des Gilets jaunes, les mouvements des indignés de la République, des mouvements des anti-confinements, des anti-masques, des anti-vaccins Covid. Tous ces mouvements-là, en tout cas, pour moi, expriment une chose réelle, c'est que les musulmans, mais les citoyens de manière générale, expriment une méfiance générale envers le système politique. Il y a une rupture de confiance qui s'est clairement établie et qui n'est pas neuve, qui est la suite et la conséquence de différentes politiques, dont celles qui ont été abordées par l'intervenant précédent, où on voit clairement que les intérêts opportunistes du système capitaliste d'une minorité prévalent au détriment de la grande majorité qui est encore oppressée
Et donc, cet aspect de l'oppression dominante d'une minorité au détriment de la majorité est pour moi grandement responsable de cette méfiance. Deuxièmement, je confirme en tout cas le principe de marginalisation et d'instrumentalisation des musulmans dans les partis politiques, où encore certains candidats figurants et souvent sont utilisés comme des figurants à trappe-voix, donc je ne dis pas attrape-mouche, mais à trappe-voix, où ils n'ont pas d'ascension possible, ou en tout cas elle est limitée dans les lieux de pouvoir, et qui désintègrent clairement leur origine ou leur identité, où il est nécessaire de s'assimiler dans l'identité normative dominante avec une couleur politique qui ne respecte même pas les droits des musulmans. Alors je ferai référence donc à une approche plutôt belge, où je parlerai du Parti socialiste belge, qui a vu donc son ascension dans le paysage politique belge suite à la revendication des droits sociaux et à leurs acquis incontestables, des ouvriers et des travailleurs depuis pas mal de temps. Mais il faut noter que ce parti est fort en Belgique dans certaines villes grâce à l'électorat musulman. Cependant, en Belgique, j'ose dire que ce parti socialiste est le plus laïciste et un des plus hostiles aux droits de l'identité des musulmans. Un deuxième exemple que je prendrai, c'est le mouvement libéral belge, qui est le mouvement MR, qui a utilisé des candidats musulmans qui ont fait leurs preuves sans leur permettre clairement d'accéder à une ascension dans les échelons du parti. Un autre aspect de frein pour moi, c'est la fragilité des motivations de l'électorat et le manque de confiance politique des musulmans qui sont encore influencés dans leur choix électoral par le lien familial, l'amitié, le voisin du quartier, le clientélisme, le vote ethnique ou communautariste, sans prendre en compte une analyse perspicace du programme électoral et sans s'impliquer de manière durable sur le suivi des promesses et sur le travail accompli par les élus qu'ils ont choisis. Un autre aspect encore que je trouve important à avoir à l'esprit, c'est que, donc, comme ça a été dit précédemment, la majorité de la présence musulmane en Belgique, en France et en Suisse, mais de manière générale, en tout cas en Europe, provient encore donc, des processus migratoires pour la main-d'œuvre au marché et donc sont toujours issus de couches socio-économiques fragilisées de la société, malgré qu'il y a une progression nette des nouvelles générations, malgré l'importance de nouveaux mouvements migratoires, entre autres liés aux réfugiés politiques. Et donc, je ferai référence à ce qu'on appelle la pyramide des besoins de Maslow, que certains connaissent sûrement, qui est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins qui interprète la théorie des motivations. Ça a été réalisé par le psychologue Abraham Maslow dans les années 40. Alors, ce modèle est à relativiser car la hiérarchie des besoins peut différer d'un individu à un autre selon ses besoins particuliers, mais ça permet toutefois de comprendre certaines choses. Donc, je situe un peu cette pyramide donc, qui a à sa base, la base plus large qui sont tous les besoins physiologiques, donc savoir le besoin de respirer, de nourriture, d'eau, de sommeil. Donc, ce sont vraiment les besoins vitaux d'un être humain et qui est la base la plus large. Et donc, en allant vers la pointe, le deuxième niveau, c'est tout ce qui est cette question sécurité, la sécurité du corps, de l'emploi, du logement, des ressources, la moralité, la famille, la santé, la propriété. Le troisième niveau qui se restreint encore, c'est tout ce qui est amitié, relations, famille, intimité. Le quatrième niveau, donc c'est tout ce qui est lié à l'estime, estime de soi, confiance, réussite, respect des autres, respect par les autres, donc tout un système de valeurs et de fonctionnement lié à soi. Et le cinquième niveau, qui est le niveau de la pointe, c'est tout ce qui est créativité, spontanéité, résolution, réforme, implication dans différents sujets de société, où je placerai entre autres personnellement et volontairement l'écologie pour qu'on comprenne bien pourquoi je fais référence à ce système. Et cette grille de lecture nous permet de comprendre une chose, c'est que quand on est juste au niveau 5, enfin le premier niveau de la base, qui est le niveau de recherche de vivre dignement et d'avoir de quoi manger et être soigné, et c'est vraiment le niveau des besoins basiques, et qu'on se bat avec ça, comment on peut aller se questionner et s'impliquer dans des questions d'écologie, des questions de planète et autres. Et alors, dans cette même ordre d'idées, quand on n'a pas encore une stabilité de vie et qu'on n'a pas des besoins élémentaires qui sont comblés et satisfaits, comment on peut être confronté à une difficulté de s'impliquer en politique? Donc, je vais juste utiliser cette grille-là pour montrer qu'il y a une réalité sociologique qui est inhérente aux personnes issues de l'immigration et qui sont
plus facilement fragilisés dans la société encore à l'heure d'aujourd'hui. Alors, je ciblerai aussi la question de la démission de certains musulmans par manque de conscience politique, parce qu'il y a encore des ignorances des intérêts et des enjeux, ou par déception de certains résultats, où on cible plutôt l'objectif final qui est l'idéal, et on ne prend pas spécialement en compte les efforts à investir. Donc, on se cible plus le résultat et la finalité plutôt que les efforts à investir pour parvenir à des changements. Et donc, ça enraye et ça neutralise la résignation de certains qui refusent finalement de s'investir. Et donc, je pense que là, il y a vraiment une question d'éducation qui est primordiale à investir, parce que je pense qu'il y a encore une forme d'ignorance par rapport au fait que c'est en politique que se décide notre vie et la vie de la société dans laquelle on se trouve. Et donc, la résignation à la non-participation politique ne prend pas, en tout cas en tant que musulman, une notion qui est importante et un principe qui est important, qui est le fait de conseiller bien et d'interdire le mal. Donc, je vais permettre de faire référence à des références musulmanes pour expliquer ça. Donc, s'il y a pour moi, en tout cas, un courant non musulman qui a des valeurs positives, intéressantes et correctes, mais je pense qu'il faut absolument le soutenir et encourager ce qui est bien. Si on a des courants dangereux, il faut, je pense, certainement attirer l'attention et la vigilance pour éviter de donner le champ d'action possible à ces courants dangereux, de se mobiliser, je pense, au Front National, je citerai simplement, à certaines théories racistes qui sévissent et qui permettent encore d'avoir pignon sur rue dans notre société dite démocratique. Et alors, je pense que la démission, elle n'aide pas à l'établissement de courants politiques qui pourraient être représentatifs de certaines valeurs, de certains principes et des idéaux de vie qu'on peut partager avec d'autres. Et donc, j'invite vraiment à la responsabilisation par rapport à cette question-là. Et je ciblerai encore un autre frein qui, pour moi, est la démission. Et là, je responsabilise la communauté par rapport à ça. C'est une démission suite au refus de certains courants musulmans extrémistes qui refusent de participer aux élections d'un pays dit koufar, donc dit mécréant, parce que donc ils n'adhèrent pas à la croyance musulmane. Et donc, en plus que cette posture renforce le point précédent de la non-participation, ils vont en plus être des mouvements d'incitation à la haine, en déshumanisant eux aussi les autres qui sont différents. Alors, donc pour moi, j'ai énuméré certains points de l'intérieur, je pense, qui sont importants à cibler, où il y a un travail à faire. Et donc, je vais aborder maintenant une nouvelle approche qui est celle de motivation, essayer de voir comment motiver à la participation politique ou comment déconstruire certains freins. Alors, le dernier frein, donc, c'est celui de taxer l'autre d'être koufar ou d'être mécréant pour rejeter le système politique dans lequel on vit, pour moi, est en parfaite opposition avec tous les principes moraux de la vie sociétale en islam. Je vais prendre pour exemple un pacte qui a clairement été établi entre plusieurs personnes à la Mecque, dont plusieurs partenaires s'appelaient Fadel. Et donc, ce qui a valu l'appellation de l'Alliance des Foudouls, qui consistait à soutenir l'opprimé contre l'oppresseur. Donc, alors que les fondateurs étaient idolâtres, le prophète, en son temps, donc, a dit « si j'étais présent à l'époque de cette alliance, j'en aurais fait partie ». Donc, ce délaissement haineux de la politique se situe pour moi donc, à l'opposé des enseignements musulmans. Et alors, je me pose la question, comment peut-on profiter des avantages et droits de notre société tout en refusant d'en être acteur et d'en assumer les responsabilités parce que nous en sommes dans un système dit non musulman. Faut-il privilégier un musulman injuste qu'un non-musulman qui est juste? Enfin, en tout cas, moi, c'est des questions claires auxquelles j'ai ma réponse depuis très longtemps et j'invite à réfléchir sur la priorité à donner par rapport à ces questions-là. Alors, il y a un autre principe musulman qui est pour moi la déconstruction aussi, et qui dit que le meilleur pays est celui qui te porte, qui te permet donc de vivre avec dignité. Alors, je crois que cette notion puisse être relative, mais je crois qu'on peut quand même admettre clairement que certains droits et sécurités sont une réalité indéniable comparativement à d'autres pays en guerre, en conflit ou sous des dictatures fantoches. Et un deuxième principe qui me dit si tu fais partie d'un pays pendant 40 jours, soit tu en fais partie, soit tu le quittes. Alors, j'éclaircis directement que mon propos ne s'inscrit pas dans une analyse similaire à celle de Sarkozy, parce que je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. On m'a demandé si j'étais adepte de la pensée de Sarkozy qui dit soit tu fais partie d'un pays, soit tu le quittes.
et donc lui, il incite clairement à l'expulsion et au fait de quitter un pays. Moi, en tout cas, ici, dans le recours à ce principe, je mets en évidence une incitation claire à être actif et à être responsable dans le développement du pays dans lequel on vit. Alors, une autre partie de mon sujet, non, j'oublie encore un point super important au niveau de la construction des freins et au niveau de la participation politique, mais je l'ai mentionné en début d'intervention, et là je le réitère parce que je pense que c'est vraiment un point primordial. Je pense vraiment qu'il est temps de se libérer de l'enfermement dans cette image de victimisation qui nous limite et qui nous fait subir un poids peut-être qui incite à la résignation de certains. Et il est grand temps qu'on devienne vraiment acteur des résolutions, acteur de changement pour plus de justice sociale dans notre société, acteur où le discriminé ou l'oppressé devient lui-même acteur de la résolution et sujet du changement de la situation dans laquelle on veut l'enfermer. Alors, donc maintenant, le point qui consiste à inviter à la vigilance, donc, par rapport à tout ce que je viens de citer, donc j'incite clairement à l'implication et à la participation politique des musulmans, puisqu'il est question de participation politique des musulmans, mais j'invite à être attentif à certains aspects. Le premier, c'est être attentif à ce que j'appelle l'entrisme ou le cheval de Troie de certains extrémistes musulmans qui ont compris la nécessité de s'investir dans les partis politiques. Et en Belgique, je cible un cas particulier d'un parti politique où finalement ces acteurs musulmans impliqués depuis longtemps finalement dans ce parti brouillent l'état des lieux, par exemple sur les questions du salafisme dans certaines communes. Et je vais faire référence à un cas très précis en Belgique, quand la Belgique a été frappée par les attentats terroristes djihadistes. Une échevine d'une commune où il est clairement avéré qu'il y a des mosquées qui diffusent une lecture littéraliste et salafiste et qui versent dans l'encouragement à l'extrémisme, mais cette échevine qui est d'un parti politique que je ne dirai pas plus clairement, est clairement en contact et sous influence de ces musulmans présents, elle-même devenue musulmane le cache au grand public, et elle-même défend clairement l'idée que sur cette commune en particulier, qui est la commune de Molenbeek, il n'y a aucune mosquée salafiste, alors que moi, par mon expérience sur le terrain et par mon témoignage concret du terrain, eh bien, je dénonce clairement la présence de mosquées salafistes sur le territoire de Molenbeek. Alors, je dis bien de certaines mosquées, il y a vraiment une implication musulmane dans le tissu associatif qui n'a rien à voir avec ça, mais je pointe du doigt par ce point le fait que certains instrumentalisent le parti politique de manière complètement hypocrite et manipulent l'opinion en dissimulant certaines vérités, certaines véritables identités et certaines motivations qui leur sont propres, mettant en péril même les intérêts et les droits des musulmans qui sont censés représenter, parce qu'eux-mêmes ont des objectifs personnels qui vont être prioritaires par rapport aux intérêts généraux qu'ils doivent défendre pour tous. Alors, j'aborderai une autre question dans l'invitation à la vigilance, c'est la question de la séparation du politique et du religieux. Alors, pour moi, il est clairement temps et nécessaire de se libérer des antécédents historiques des conquêtes de l'islam et de l'Inquisition qui ont frappé notre société dans son histoire lointaine. À présent, je pense, alors qu'on ne peut accepter aucune domination du politique sur les religieux et inversement, ni aucune domination du religieux sur les politiques, il est tout à fait inacceptable qu'on soit confronté à une laïcité inquisitrice qui sévit à la place des religions et qui reproduit le schéma du passé. Et là, je ferai référence à feu Yahya Christian Bonneau, que son âme repose en paix, qui était un islamologue français, écrivain, traducteur et commentateur du Coran, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a près de 2 ans maintenant, et qui a clairement mis en évidence un concept qui est la nécessité, le besoin de laïciser la laïcité. Donc, je pense que ça mérite d'être réfléchi, la nécessité de laïciser la laïcité. Pour moi, donc, clairement, la religion contribue à la structure des valeurs et de la morale de la société. L'objectif de l'islam, c'est la justice par les valeurs qui font cruellement défaut pour moi à la politique, où on voit encore trop de corruption, trop de convoitise, trop d'opportunisme, et qui fait le feu et le lit finalement des intérêts pour une minorité au détriment de la majorité.
Et alors, je ferai référence à un grand penseur contemporain de la communauté internationale musulmane, qui est l'imam Khomeini, même si ça peut en désarçonner certains, qui a dit: celui qui appelle à scinder la politique de la religion n'a rien compris, ni à la politique, ni à la religion. Enfin, je sais que ces paroles peuvent peut-être paraître interpellantes, mais elles invitent à la réflexion et je pense qu'elles ont légitimité dans ce que moi je pense et dans ce que je veux poser comme état des lieux de la situation. Et alors, j'inviterai encore la vigilance par rapport à un autre point, c'est qu'en est-il d'un parti musulman qui jauge le communautarisme? Je parle par rapport à mon expérience belge, par rapport à un parti qui s'est clairement positionné comme un parti musulman et qui se fait appeler parti islam, qui clairement prône la séparation des hommes et des femmes dans les bus, qui laisse planer la crainte d'un État belge islamiste à long terme, faisant ainsi le jeu de la théorie du remplacement pour gagner en visibilité, et qui nourrit finalement la politique des extrêmes. Et donc pour moi, en tout cas, cette politique communautariste, je n'y vois pas d'utilité et je la trouve vraiment contre-productive aussi. Et donc, dans mes conclusions, je formulerai certaines recommandations. Pour moi, personnellement, en tout cas, en tant que citoyenne, en tant que musulmane, j'estime qu'il est urgent de replacer l'humain au cœur des préoccupations, de prendre à cœur pas seulement les affaires du musulman, mais toutes les préoccupations de société, les questions de justice sociale, d'agir pour le bien de tous les humains, en s'impliquant en politique, en créant des partis si c'est nécessaire ou en rejoignant des partis existants. Et je terminerai donc par 3 paroles qui pour moi méritent réflexion. J'ai eu l'occasion d'aller au Liban et de rencontrer le défunt Shir Kabalen, qui était président du Conseil supérieur chiite du Liban, que son âme repose en paix, et qui m'a dit: les chiites ne peuvent réclamer leurs droits si ceux-ci empiètent sur les droits des autres. Donc, je répète pour éviter tout amalgame. Donc, les chiites ne peuvent réclamer leurs droits si ceux-ci empiètent sur les droits des autres. Donc, j'invite quand même à être à la nuance qu'on peut être confronté à des opinions différentes et là, chacun doit être libre. Mais il est important que lorsqu'on veut réclamer des droits, on doit être attentif à ne pas nuire finalement aux droits des autres. Et je pense que c'est une parole qui mérite réflexion et que si tout le monde voulait prêter du sens, ça pourrait être utile à tout le monde pour que chacun se respecte dans les limites du droit de chacun. J'invite aussi à prendre en compte, et je rappellerai une phrase de l'imam Ali, que c'est lui qui nous a dit, lorsqu'il s'adressait à son ambassadeur Malek Akhtar: sache au Malek que les humains sont de 2 sortes, soit tes frères dans la religion, soit tes égaux dans la création. Donc, alors donne-le de ton amour et de ton pardon comme tu voudrais que Dieu t'en donne. Donc, je répète, sache au Malek que les humains sont de 2 sortes, soit tes égaux, soit des frères dans la religion ou tes égaux dans la création. Et alors donne-le de ton amour et de ton pardon comme tu voudrais que Dieu t'en donne. Et je pense que cette phrase-là, quand on est conscient de tous les enjeux de société, ben, je pense qu'on ne fait pas de différence entre musulmans ou pas musulmans, chiites, sunnites ou autres. Nous sommes tous des humains avec des préoccupations humaines et je pense qu'il est primordial de s'impliquer à tous les niveaux de la société, sur tous les débats de société et de dépasser les préjugés dans lesquels nous nous enfermons et dans lesquels on s'auto-enferme peut-être soi-même aussi, et d'aller de l'avant. Et pour terminer quand même par un dernier conseil qui est à nouveau une parole de l'imam Ali, qui nous invite à toujours revendiquer par le droit. Et donc, je pense que c'est important que lorsqu'on veut s'investir et revendiquer certaines choses, d'être toujours attentif, de respecter les règles et les outils légaux qui sont mis à notre disposition, parce que c'est pour moi la seule manière de ne pas verser dans les extrêmes, c'est la seule manière pour moi d'honorer le contrat et le pacte social dans lequel nous vivons. Et donc voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée d'avoir peut-être pris plus de temps que prévu. Et je vous remercie de m'avoir octroyé la parole. Merci beaucoup, Madame, pour votre présentation pleine d'expérience, et je salue cette tendance toujours de valorisation et de mise sur l'unité du musulman, soit chiite, soit sunnite. Les défis sont les mêmes et les problèmes sont les mêmes. L'unité islamique est plus forte que la diversité implantée pendant des décennies, surtout par le wahhabisme et tout. Nous sommes des frères et des sœurs unis sur la croyance en Dieu et sur l'appartenance
à Ummat, le prophète de Dieu, Mohammed alayhi salam. Je cède la parole avec beaucoup de considération, de respect à notre cher ami, docteur Baptiste Brodart. Baptiste Brodart, vous avez deux casquettes. Être suisse, bien enraciné dans la société occidentale, et être musulman aussi. Je dis quelque chose, permettez-moi, c'est personnel, un musulman exemplaire qui donne beaucoup de fierté à la communauté musulmane à travers votre participation scientifique, à travers votre disponibilité et pour la cause des musulmans. J'aimerais bien profiter de cette occasion pour vous remercier, Baptiste Brodart, et je soutiens aussi les propos de Ben Yahya qui aussi salue et soutient la qualité de votre travail et votre engagement. Je vois quelque chose, Baptiste Brodart, Yahya, comme on dit, et on préfère dire ça, que peut-être Mourith Hosseini, il aime savoir ça. On parle souvent de l'implication des musulmans dans le cadre de lutte et prévention, dans la politique de lutte et prévention contre le terrorisme, mais implication au niveau passif. Soyez chez vous, dans les mosquées, on va venir vers vous, on va vous parler sur l'islam, malgré qu'on ne sache rien de l'islam, comme chaque fois je répète ça parce que je trouve scandaleux, l'enseignant de Fribourg qui nous a dit dans une séance de formation une fois que le Coran est apparu 6 siècles après la naissance du prophète Mohammed. C'est comme ça, c'est Cheikh Boumediene. Restez chez vous, soyez dira d'expérience, sans décision, sans conception, sans participation. Et on voit, Baptiste Brodart, l'augmentation du business. Hein. Il y a beaucoup de business au nom de l'islam, au nom de l'enseignement de l'islam, loin de l'éthique, etc. On trouve des gens parfois, on trouve des gens, soi-disant, des musulmans, hein, qui sont prêts, un musulman de service, comme l'a dit Saïd Bouamem, qui sont prêts à rendre des services au nom de l'islam. Qu'est-ce que vous dites, Baptiste Brodart? Bonsoir, salam alaikum. Merci beaucoup, Monsieur Dahri, pour votre présentation. Merci que Dieu nous aide et nous accompagne et qu'il nous pardonne pour nos manquements. Et surtout, vous dites que je suis un bon musulman, Allah barak fik, mais on essaye de faire ce qu'on peut et on a beaucoup de responsabilités qui pèsent sur nous et je pense qu'on est tous au même stade dans nos efforts. Mais merci beaucoup, Allah barak fik, jazakallah khair. Merci pour l'invitation et pour l'organisation de cette rencontre. Je remercie également les intervenants, le docteur Saïd Bouamama et Madame Isabelle Preil, pour leurs interventions très intéressantes. C'est toujours difficile de passer après d'autres intervenants parce qu'on a prévu de rebondir sur des points, mais il ne faut pas répéter, on a un temps assez limité. Par contre, on a eu deux interventions qui partent d'un angle différent, qui abordent des thématiques différentes. Je pense que ça explore la thématique sous différents angles. Parce que quand on parle de participation civique et politique des musulmans en Europe, on est dans une thématique très grande qui force d'abord à comprendre de quoi on veut parler, de poser une définition sur les mots. Et M. Bouamama l'a très bien fait. Et ici, on se rend compte que parfois, à partir d'un titre, on peut penser à des choses très différentes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un musulman ici? Qu'est-ce qu'un engagement musulman? Et c'est des questions qui permettent d'aller dans des points de vue très différents, qui ont mérité un éclaircissement historique, une contextualisation. Et j'en viens directement à votre question, pour rebondir à la dernière présentation de Madame Isabelle Preil. En fait, on parle souvent d'engagement au nom de l'islam, d'engagement musulman islamique, et on pense que ce que font les musulmans est l'islam. Et ici, comme vous l'avez suggéré, M. Dahri, on voit qu'il y a parfois des abus très graves. Des personnes qui ont un acte pour l'islam, mais qui trahit complètement le message de l'islam. Je peux parler d'action sociale, qui a un lien avec l'action politique. Le Coran
ordonne aux croyants de nourrir le pauvre, sans condition, n'importe quel pauvre. Dans Surat Al-Insan, il y a même mention de catégories. Une des catégories, en plus de masakin, les pauvres, les indigents, on dit al-asir, asira, le détenu. Mais le détenu au temps du prophète, que la paix soit sur lui, n'était pas musulman. Aucun détenu n'était musulman à cette époque. Le Coran demande aux croyants d'aider les pauvres, de donner, de nourrir, de donner à manger aux pauvres et aux détenus dans ce contexte où les détenus étaient forcément des ennemis des musulmans. Et aujourd'hui, on trouve des associations musulmanes qui vont se demander si on peut aider les pauvres non musulmans. Donc on est en pleine aberration. Le Coran est clair sur ce point. Aujourd'hui, certains groupes en nom de l'islam vont douter. Est-ce qu'on peut vraiment aider les non-musulmans? C'est des koufars, selon eux, on peut aider que les musulmans. Mais si on revient simplement au Coran, on voit que le message de la révélation transmet une autre chose. Donc là, c'est juste un exemple pour montrer qu'on doit faire attention lorsqu'on parle d'actes musulmans et d'islam. Parce que, M. Dahri, vous avez parlé du cas de la radicalisation également. On a beaucoup de projets qui sont menés soit par des collectifs musulmans, soit par des autres associations de la société civile ou des institutions publiques qui parlent d'agir dans la prévention, mais finalement, on ne parle plus d'islam. On parle au nom de l'islam, mais on a oublié les enseignements de l'islam, comme si on avait parfois honte de s'y référer. Et on arrive avec une étiquette islamique sans islam, sans enseignement de l'islam. Donc ici, on revient à la première définition de Dr Saïd Bouhamama, qui a fait un retour sur l'héritage historique qui permettent de parler aujourd'hui de catégories de musulmans, qui est très importante à toujours clarifier. Parce que qu'entend-on quand on parle de participation des musulmans? Pour moi, il y a deux façons de comprendre cela très rapidement. Une manière est bonne, une manière est mauvaise, selon moi. La première manière, on peut penser qu'on parle des musulmans, participation musulmane, c'est-à-dire participation de chaque personne qui est musulmane. Ici, le problème, on est dans l'assignation identitaire. Parce qu'un citoyen qui peut être d'origine mauritanienne, habiter en Suisse et être de confession musulmane, quand il s'engage à Caritas ou à la Croix-Rouge, il peut le faire par conviction personnelle, par conviction religieuse, par conviction politique ou humaniste. Et le définir comme musulman est un peu injuste ici. Pourquoi on ne le prend pas comme un citoyen lambda? Et je pense que la présentation de Saïd Bouhamama a fait ressortir cet aspect musulman, entre guillemets, sociologique, musulman malgré eux. Et ici, l'assignation identitaire est trop dangereuse parce qu'il y a des forces politiques qui veulent montrer que toutes les personnes d'origine arabe seraient musulmanes et que les autres non. Donc, on a culturalisé, ethnicisé l'islam et on lui enlève son message spirituel et sa dimension sacrée. Une autre façon de comprendre engagement musulman, celle que j'utiliserai ici, pour moi, il s'agit, quand on parle de participation musulmane, il s'agit de participer au nom de l'islam, de participer sur une base islamique. Et je considère que cette intention est tout à fait légitime et tout à fait juste dans le cadre de l'Europe, dans le cadre de la citoyenneté européenne. Mais elle n'est pas acceptée par la plupart des institutions. Pourquoi? Pourquoi ne pourrait-on pas s'engager pour la société, pour le bien commun, pour le bien de tous, en disant qu'on le fait sur une base islamique, sur une base de la foi musulmane? Ceci est de plus en plus mal vu, notamment en France, et j'aimerais ici rapidement, très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, expliquer des raisons de ce décalage. Donc, premièrement, on l'a vu dans les présentations passées, les musulmans sont perçus comme des étrangers. Par beaucoup de personnes en Europe, c'est encore une réalité. Et il y a deux formes déjà de considérer que le musulman est étranger. Une première forme, c'est de croire que le musulman, c'est l'étranger ethnique, c'est celui qui appartient à d'autres cultures et qui a un phénotype différent, qui est arabe, qui est africain, qui est pakistanais, ainsi de suite, en fonction du pays. Et ici, encore une fois, on est dans l'assignation identitaire
parce qu'une définition interne du musulman fait qu'on est musulman sur la base de sa croyance, de sa foi, et non pas de sa couleur de peau, non pas de son origine, non pas de ses traits physiques. Donc ici, on est dans un certain problème. Mais historiquement, ces gens sont européens aujourd'hui. Les citoyens européens sont des personnes qui ont grandi en Europe ou qui sont venus ici à travers des processus de migration, qui ont acquis leur droit de résidence. Ils sont citoyens européens, puisque nous vivons dans une société plurielle qui a toujours été plurielle en réalité. Mais on crée aujourd'hui des catégories plus ou moins essentialisées pour montrer que certains seraient étrangers malgré eux, même s'ils sont de la troisième génération. C'est-à-dire qu'en France, beaucoup de personnes sont nées en France, même leurs parents sont nés en France, ce sont leurs grands-parents qui ont émigré, par exemple, de l'Algérie. Et les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants sont encore considérés comme des personnes qui ne sont pas d'ici, qui ne sont pas français ou qui ne sont pas européens. Ici, on a dans un grand problème où, je ne vais pas le répéter parce que le docteur Bouhamama l'a expliqué très bien, on est dans une continuité historique de la colonisation et renforcé par des plans géopolitiques. On peut penser à la thèse de Huntington, Samuel Huntington, le choc des civilisations, qui mettait l'accent sur des civilisations bien découpées, bien séparées. Et dans cette approche philosophique, entre guillemets, on va voir que le musulman, c'est l'étranger, c'est la figure de l'autre. Du coup, curieusement, on s'aperçoit, par exemple, en Suisse, qu'on parle pratiquement jamais des Bosniaques. Parce que la Bosnie, c'est une exception qui gêne. C'est des personnes qui ont la même apparence physique que des personnes d'origine suisse ou allemande, par exemple. On est à 1000 km à peu près, 13 heures en voiture, 12 heures en voiture, et là-bas, il y a l'appel à la prière fort, il y a l'héritage ottoman, et il y a une continuité historique islamique. C'est un pays musulman depuis plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles. Mais c'est plus facile de mettre l'accent sur l'islam ou le musulman comme une figure d'altérité, comme un bouc émissaire qui n'aurait rien à voir culturellement avec l'européen, qui n'aurait rien à voir humainement ou philosophiquement, et qui serait l'étranger par excellence. Donc ici, comme on l'a dit tout à l'heure, il est très important de comprendre le contexte parce qu'on a joué dans une construction identitaire du musulman qui ne va pas de soi. Aujourd'hui, on parle plus que jamais de musulmans dans nos pays européens, mais il est intéressant, même pour la France, de revenir en 2005. En 2005, quand il y avait les émeutes en banlieue de jeunes de quartiers populaires, on ne parlait pas de musulmans pour qualifier ces jeunes. Pourtant, certains médias anglo-saxons l'ont fait. Certains médias américains ont dit « Ah, les musulmans des quartiers pauvres français se révoltent ». Mais personne ne se révoltait sur une base musulmane à cette époque. La révolte était alimentée par des conditions sociales. Et il y avait des personnes d'origine, de confession musulmane, mais également d'autres personnes. Ces gens, aujourd'hui, 15 ans plus tard, sont de plus en plus appelés musulmans. Donc, on est dans une prolongation où, à la base, c'était des jeunes de banlieue, ensuite, éventuellement, des Arabes et des Noirs, et aujourd'hui, ce n'est même plus des Arabes ou des Noirs, ce sont des musulmans. C'est comme ça qu'ils sont présentés. Mais ils sont toujours présentés comme l'autre, comme une classe dangereuse, comme un problème à régler. Et ici, on fait croire qu'il y a une opposition naturelle entre Occident et musulmans. Personnellement, depuis l'adolescence, je n'ai connu que l'islam comme système religieux. Depuis 17 ans, j'ai connu l'islam. J'ai 35 ans aujourd'hui. Mais on m'a souvent dit, tu ne ressembles pas à un musulman. Quand on dit, tu ne ressembles pas à un musulman à une personne, on associe l'islam à un physique, à une origine. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde a compris qu'on peut être chrétien brésilien, chrétien congolais, chrétien norvégien ou chrétien jordanien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais au niveau de l'islam, on tend encore à vouloir essentialiser le musulman sur une base ethnique, héritage de la colonisation. Tant qu'on est dans ce registre-là, on va montrer que le musulman n'est pas l'européen, qu'il y a deux ensembles et que s'il y a des musulmans en Europe, ça reste des étrangers. Et même les petits-fils de ces migrants musulmans restent étrangers. À mon avis, un des cœurs du problème est ici,
ce qui force à parler d'intégration. Parce que si on pense que les musulmans européens sont un corps étranger, on veut intégrer le corps étranger. Mais à partir du moment où on intègre le fait que les musulmans sont des Européens et que l'islam fait partie de l'histoire européenne, comme le judaïsme, comme le protestantisme, comme le catholicisme, on ne peut plus parler d'intégration parce que ces gens-là sont chez eux. Les musulmans sont chez eux en Europe et du coup, ils n'ont pas à prouver ou à démontrer une intégration. Alors, une fois qu'on dépasse cette impasse de l'intégration qui est un faux débat, on peut parler de contribution. C'est mon deuxième point, j'en ai trois, je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant. Quand on parle de contribution, on n'est plus dans l'intégration, on est dans la posture qu'en tant que musulman, on appartient à la société suisse, française, belge. Comme on appartient à la société, on veut participer à cette société, comme toute personne, autour de l'adhésion à un socle de valeurs communes pour faire société ensemble. Ici, quand on parle de contribution des musulmans, de personnes de confession musulmane à la société, on prouve que ceux-ci sont intégrés, qu'ils n'ont pas à s'intégrer, ils sont déjà intégrés et ils participent à la société parce que c'est la leur. Cette participation existe et a toujours existé de la part des personnes de confession musulmane qui sont en Europe, soit sur une base citoyenne individuelle, c'est-à-dire qu'un musulman pratiquant peut s'engager à Caritas dans une structure chrétienne, mais pour l'intérêt commun, donc il retrouve ses valeurs, mais le fait à titre personnel. Mais on peut aussi s'engager comme musulman dans la société sur une base collective en mettant en avant l'islam comme un cadre de référence. Donc ici, on peut parler d'action sociale musulmane, par exemple d'action politique musulmane. Entre parenthèses, je vais utiliser le mot politique au sens large. Politique, ça ne veut pas dire seulement participer à des élections, ça veut dire participer aux affaires de la cité, aux affaires du pays. Faire de l'action sociale, combattre la pauvreté est une action politique en soi. Faire un effort pour la prise en compte des besoins écologiques de l'environnement est un travail politique en soi. Donc, quand j'utilise le mot politique, je suis vraiment dans cette dimension large, pas en termes d'élection, mais en termes de participation à la société. Et ceci peut être fait sur une base de l'islam, comme ceci peut être fait sur une base du christianisme ou des valeurs humanistes. Il n'y a aucun problème à cela. Il y a des associations catholiques, protestantes ou laïques qui ont chacun leur système philosophique de référence, mais elles se rejoignent dans le fait qu'elles travaillent pour le bien commun. Et on peut avoir une structure musulmane qui prend l'islam comme un point de référence et qui travaille pour le point de commun, pour le bien commun. Par contre, ici, il y a une résistance, il y a une suspicion, il y a de la méfiance qui est envoyée face à ces collectifs musulmans à plusieurs niveaux. S'engager au nom de l'islam, même pour le bien commun, est devenu suspect. C'est-à-dire, si une association qui aide les SDF, les sans-abri, est caractérisée comme musulmane, surtout en France, elle fait face à une série de problèmes. Je suis à Paris aujourd'hui, je parlais à une personne qui m'a dit qu'une association avait des problèmes pour ouvrir un compte en banque, un compte bancaire en France, parce que si ça se savait que l'association s'intéressait à l'islam ou comportait beaucoup de membres musulmans, la banque pourrait refuser d'ouvrir le compte. Du coup, l'association ne peut pas exister. Et c'est des problèmes que les structures entre guillemets musulmanes, composées de musulmans en France qui aident tous les sans-abri sans discrimination, rencontrent de plus en plus. Donc, il n'y a pas de problème, bien sûr, pour des individus musulmans à s'engager seuls au niveau individuel, en rejoignant d'autres sociétés, en rejoignant d'autres organisations. Heureusement. Mais il y a un problème pour les musulmans à s'engager collectivement au nom de leur foi, même pour faire le bien au niveau collectif, au niveau de la société. Il y a trois raisons qu'on identifie dans les discours à ce niveau. Premièrement, les organisations musulmanes sont suspectées de partialité. On dit ces gens-là aident que les musulmans. Mais en réalité, c'est faux. Dans les 90%, dans les 90% des cas au moins, les associations musulmanes viennent en aide à tous. Donc c'est un argument qui est un préjugé, qui ne tient pas la route, et on a des matériaux d'enquête sociologique qui prouvent le contraire. Deuxièmement, on suspecte ces organisations de faire du prosélytisme
et d'instrumentaliser l'action sociale pour des fins militantes. Troisièmement, encore plus loin, on les suspecte d'islamisme, mot qu'on ne définit pas, que souvent on ne sait plus ce que ça veut dire exactement dans ces discours. Puis de radicalisation. Et j'en viens maintenant en 2020, l'année dernière, au discours sur le séparatisme du président Macron, qui a mentionné indirectement ces collectifs musulmans comme un problème, comme quoi ils faisaient du séparatisme, communautarisme, alors que ces accusations sont fausses, sont déplacées la plupart des cas. Mais cela pousse les collectifs musulmans qui s'engagent dans la société ou dans la politique à devoir montrer patte blanche, à être sur la défensive et à être rejetés hors de l'espace public. Et c'est un problème politique qui concerne la société dans son ensemble et qui doit être adressé avec beaucoup d'insistance parce que sinon, on va stigmatiser une part importante des acteurs de la société sur une base totalement injuste. En conclusion, je dirais que l'intégration des musulmans est déjà faite en Europe. Les musulmans sont chez eux. Le problème, c'est de faire accepter par l'imaginaire collectif, par la société, faire accepter l'islam comme une religion locale et non plus étrangère ou importée. Comme on peut être protestant français, on peut être catholique français, on peut être juif suisse, on doit pouvoir faire comprendre à l'opinion publique qu'on est musulman et européen si on est en Europe. L'enjeu est de désethniciser l'islam. L'islam n'est pas une race, ni une ethnie, ni une apparence culturelle. Mais dans l'imaginaire collectif, on est toujours, malheureusement on le voit dans beaucoup de discours, dans ces perceptions. Et à partir de ce moment, pour ne pas céder non plus à la, comme l'a dit la dernière intervenante, pour ne pas céder à la victimisation, c'est autant important de travailler au niveau social et politique, extérieur, c'est-à-dire majoritaire, que de travailler au niveau interne à la communauté musulmane pour faire comprendre ces dynamiques et pour faire en sorte que des musulmans agissent politiquement, socialement dans la société et qu'ils assument aussi d'agir au nom de l'islam puisqu'ils considèrent l'islam comme leur héritage, comme leur socle de valeurs. Et une fois que cela se fait, il y aura aussi un effet indirect positif pour faire montrer la contribution de l'islam à l'Europe finalement. Et ici, d'un côté, on peut faire la critique de l'Europe externe au monde musulman, la critique des milieux laïcs ou chrétiens qui n'ont pas su faire participer les musulmans ou les intégrer dans les dispositifs, mais on peut faire également une critique à certaines organisations musulmanes qui n'ont pas bien compris ou bien appliqué l'islam et qui, en faisant certaines confusions, ont donné une mauvaise image. Alors qu'une mise en application d'enseignement islamique dans les sphères sociales, politiques, culturelles, dans l'espace public, aurait pu contribuer aussi à faire accepter la présence musulmane comme une réalité européenne de manière plus facile et plus affirmée. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr Baptiste Brodart Yahya, pour votre présentation si méthodologique, organisée et riche. Si quelqu'un souhaite poser une question avant de céder la parole, mot de clôture à notre cher ami Mourith Hussein, secrétaire de la Fondation islamique et culturelle d'Ahl Bayt Genève. Si quelqu'un souhaite poser il y a quelqu'un, j'aurais une question pour les intervenants. Comment se traduit concrètement le sévisme des citoyens musulmans ici et maintenant au regard d'une lutte politique acharnée entre les partisans de l'islam politique et les partisans de la politisation et instrumentalisation, censurant toute opinion jaillissant de ces mêmes citoyens? La diversité entre qu'est-ce que vous dites, Dr Baptiste Brodart? Il y a la division, les conflits, même entre les mosquées. Entre Oui, les mosquées. Je pense que le wahhabisme a implanté beaucoup de divisions entre
les musulmans, entre chiites, sunnites, entre islam modéré et islam partisan au service du wahhabisme durant des décennies en Europe. Oui. Oui, Monsieur Dahri, merci pour la question à Monsieur Boumediene Ben Yahya. Oui. C'est une question très importante. Mais j'en viens à ce que j'ai dit en tout début de présentation et que vous avez réveillé par votre question. Dans tout investissement, tout engagement qui est solide au niveau intellectuel doit avoir une base. On agit avec des prémices philosophiques, avec des prémices dans la croyance, des prémices dans les principes. Et quand on agit au nom de l'islam, on doit avoir des grilles claires de qu'est-ce que cela implique en termes de rapport à l'altérité, en termes d'action, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le fait. Et ce travail souvent n'est pas fait. On voit beaucoup d'actions dans certaines organisations musulmanes qui sont spontanées, qui peuvent être bien, mais parfois qui peuvent être fâcheuses. Dans ma thèse de doctorat sur l'action sociale musulmane, je me suis intéressé également aux motivations des acteurs. Pourquoi font-ils tel et tel projet? Certaines organisations que je ne vais pas citer ici, une en particulier a dit on fait cela pour avoir la reconnaissance publique et politique des institutions politiques en Suisse. Oui. Donc pour eux, l'action sociale, c'est juste un moyen stratégique pour avoir un autre but. Oui, couverture. Oui. Et ici, on perd énormément de crédibilité en travaillant, comme vous dites, avec une couverture, parce que tant les musulmans se rendent compte que cela est un prétexte, que les autorités et que les témoins de la société, ils se disent « Ah, ces gens-là instrumentalisent l'action sociale pour un plan politique, pour un plan religieux. » Et quand même on à Genève, même à Genève, il y a tendance d'instrumentalisation, par exemple. Quelqu'un qui se déclare représente la communauté chiite, mais il représente que lui-même. Malheureusement, après, on le voit, il s'affiche seulement dans des actions politiques, mais pas dans des actions communautaires. Il est loin complètement de la communauté chiite, etc. C'est un exemple. Oui. Le malheur pour moi en tant qu'observateur, voire en tant qu'acteur, le malheur pour moi est que ces personnes-là mettent l'islam au milieu de leurs actions. Si c'était un parti politique qui fait ça, on va dire, on comprend ou peu importe. Quand on utilise l'islam et on le dénature, on porte atteinte à la communauté musulmane en entier et à l'image de l'islam. Et cela doit vraiment être dénoncé. Oui, par contre, c'est un cas qui, comme vous le savez très bien, est particulièrement courant en Suisse et dans d'autres pays. Oui, malheureusement. Merci beaucoup, Baptiste Perotel. Je cède parole à Mouhid Hossein et je salue la participation de Mouhid Hossein en tant que personne et je salue aussi la participation de la communauté chiite de Genève à travers la fondation d'Ahl Bayt. Je salue Cheikh Abed, Cheikh Mohajer, tous les gens qui sont en train de faire du travail pour l'islam, pour les musulmans, loin de calculs personnels limités. C'est à toi, mon frère Mouhid Hossein, de clôturer notre séance. Merci beaucoup pour me donner cette opportunité. J'avais une question, je ne sais pas si on a encore le temps de l'aborder. Donc, soit les intervenants peuvent y répondre, soit on peut prendre ça comme commentaire de clôture de la séance. Mais on a beaucoup parlé de justice. Et quand on parle de justice, on parle aussi de droit. Donc la question est, ne devrions-nous pas aussi nous organiser pour réclamer nos droits par la voie judiciaire? Car dans un système politique basé sur la démocratie telle qu'on a en Europe, nous serons toujours minoritaires. Donc, est-ce qu'on a le temps pour répondre à cette question? Est-ce que parmi les trois intervenants, il y en a un qui souhaiterait prendre cette question? Oui, j'aimerais bien vous signaler quelque chose. Saïd Bouhamama, il a été obligé de nous quitter parce qu'il avait une autre visioconférence qui a débuté à 19h30. La réponse peut être partagée entre Madame Pray et Dr Baptiste Brodert.
En tout cas, si je peux me permettre de prendre la parole, est-ce qu'on m'entend avec les oreillettes ou vous préférez sans? C'est nickel, c'est Ça va nickel. très bien, C'est à ça vous va de très bien. décider. Ok, d'accord. Parce que moi, j'avais une difficulté à entendre, donc j'ai dû les mettre. Ok, mais en tout cas, ça me permet de faire aussi un lien avec la question précédente, parce que je pense que pour lutter contre tous les tiraillements internes et toutes les tentatives de diviser la communauté musulmane, mais pour moi, c'est pas seulement la communauté musulmane, c'est la communauté humaine au sens large du terme. Je pense que d'abord, il est primordial, en tout cas, de s'inscrire dans ce qu'on appelle les luttes transversales pour les droits. Donc, ça veut dire que les gens devraient pouvoir vivre leur identité et leurs particularités, mais de manière égale pour agir ensemble, justement, pour revendiquer leurs droits ou se mobiliser ensemble sur des questions qui touchent à la justice commune ou même sur des questions internationales. Donc, vous parliez du wahhabisme, mais je pense il serait temps que tous les musulmans dénoncent les enjeux et les dérives du wahhabisme et s'en démarquent complètement, qu'on développe notre esprit critique par rapport à ces questions-là. Par rapport à des questions internationales comme le Yémen, la Palestine, ben, il serait important qu'on se mobilise tous ensemble. Je vois des associations non musulmanes qui se mobilisent sur la question du Yémen et de la Palestine en Belgique. Ben, il faudrait qu'on agisse tous ensemble sur ces questions-là. Et pour en revenir aussi donc à la question musulmane, ben, c'est vrai qu'il y a une réalité indéniable. C'est que les musulmans ont quand même un cumul de discrimination dont ils sont potentiellement victimes. Plusieurs études d'Amnesty International et autres le démontrent encore de manière récente. Et il me semble primordial qu'on s'investisse tous ensemble, donc dans ce qui concerne les affaires des musulmans, bien sûr, que ce soit les musulmans qui portent haut et fort leur fardeau concernant la revendication des droits pour lesquels ils sont lésés encore aujourd'hui. Et donc, investissons les voies judiciaires quand c'est possible. En Belgique, il y a eu beaucoup de procès intentés et de recours contre certaines décisions qui visaient, par exemple, à interdire le port du foulard dans les écoles. Bon, je sais, chaque pays a sa situation et son contexte bien particulier. En Belgique, au niveau scolaire, on a délégué aux écoles le droit de choisir et d'établir des règlements d'ordre intérieur, alors que la hiérarchie des normes au niveau du droit font qu'il y a une constitution belge qui est là et qui garantit la liberté religieuse tant en privé qu'en public. Donc on joue sur des interprétations de manière frauduleuse pour se permettre de discriminer les gens. Et je pense que c'est à nous, en tant que musulmans, en tant qu'acteurs et citoyens de notre société, de permettre de faire appliquer les lois comme elles ont été conçues dans l'esprit justement de la liberté de conscience, de pratique, de liberté d'expression, et de permettre à notre société d'être à la hauteur du cadre théorique qu'on a pu faire émerger à travers toutes les luttes et revendications et les guerres que notre société, les sacrifices que notre société ont connus. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est à vous, Baptiste Coldart. Oui, merci beaucoup. Pour ma part, je dirais que tout dépend beaucoup du contexte également. En observant les deux cas, la France au cours de ces dernières années et la Suisse romande, je constate des problématiques complètement différentes, malgré la proximité géographique. En France, on assiste à une dérive sécuritaire et politique surtout très grave qui ont abouti à la fermeture d'associations musulmanes, de lieux de culte, sur des raisons totalement inacceptables. Donc, sans éléments concrets, certaines organisations musulmanes ont été interdites, des personnes ont même été incarcérées en préventive, suspectées de radicalisation, sans qu'il y ait pour autant de cause véritable. Et ici, on est vraiment dans un combat politique et judiciaire qui doit être mené. Je parle pour les Français, mais ce qui arrive en France peut arriver dans d'autres pays, à plus ou moins niveau. D'ailleurs, ça existe bien sûr dans les autres pays européens, mais à des échelles plus ou moins graves. Par contre, je dirais qu'en Suisse, par réaction, on a un cadre politique qui est plus favorable. Pas politique peut-être, je m'exprime mal, j'aimerais dire un cadre légal, judiciaire plus favorable. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, une personne peut créer un projet islamique ou une association peut créer un projet musulman. Tant qu'il respecte la loi, il ne sera pas ciblé et il peut agir en paix. On a vu beaucoup d'ailleurs de collectifs musulmans faire du travail qui n'est pas si pertinent, mais continuer à faire leurs activités sans être inquiétés par le système politique, même médiatique, même judiciaire en place. Par contre, on a un problème au niveau de l'opinion publique en parlant de la Suisse. Pas seulement de la Suisse, bien sûr, en France également. Et en Suisse, dans le canton de Vaud, il y a un projet de reconnaissance des communautés musulmanes
qui est passé à l'échelle politique. C'est-à-dire que l'organisation musulmane qui porte le projet veut que les politiciens acceptent finalement, les institutions publiques même acceptent de reconnaître la communauté musulmane en question comme une communauté agréée au niveau cantonal, pour faire vite. Par contre, je me suis entretenu avec une politicienne à ce sujet et elle m'a dit, mais ce n'est pas du tout un problème politique et institutionnel, c'est un problème de perception populaire. Parce que si la communauté est reconnue au niveau politique et institutionnel, mais que la population n'est pas d'accord, un référendum va venir et tout va partir en fumée pour des années. Ce qui est le cas complètement réaliste des propos de cette personne, qui n'est pas du tout hostile à cette proposition. Mais ici, on voit que le côté judiciaire et politique, dans certains contextes, est très important et très problématique, et dans d'autres, on est beaucoup dans un problème de communication et de perception populaire. Il y a les différentes dimensions à combiner en fonction des contextes. Dans des pays, la perception populaire peut être plus favorable et moins problématique, et le système judiciaire pire, et l'inverse ailleurs. Donc c'est très important de comprendre ce qui bloque à l'échelle locale, nationale, régionale, avant de juger ce qu'il faut faire, parce que sinon on est dans une maladresse également stratégique pour les intérêts de la communauté et de la société en général. Merci infiniment, Dr. Baptiste Brodart. Alors, devant l'absence de questions, je suis devant l'obligation de clôturer en remerciant tous les intervenants, Dr. Saïd Bouhamem, Madame, notre chère sœur Isabelle Praille, notre cher ami Baptiste Brodart. Je remercie tous les participants, je remercie la Fondation FICAL, Maurice Hussein pour la participation dans l'organisation et la conception de cette visioconférence. On vous donne rendez-vous, surtout avec vous, Baptiste Brodart, pour le 24 août, le 24 novembre, je m'excuse. Le fait religieux dans la société et à l'école, visioconférence organisée toujours en collaboration avec et en partenariat avec la Fondation Ahl Bayt de Genève, présidée par Emir Marachi, parce qu'il y a des gens qui essaient toujours de sauter sur les acquis, le travail des autres. Avec la participation de Baptiste Brodart, professeur Marouane Sin Nasr, participation aussi de professeur Isabelle Saint-Martin et aussi de notre cher ami professeur de Bruxelles, Farid Al-Asri. Je vous remercie infiniment, que Dieu vous protège et à la prochaine visioconférence. Merci infiniment. Beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Salam alaikum, merci à vous tous. Alaikum salam, merci. Wa alaikum salam.